Dans un village de Bavière, vivait un luthier du nom de Peter Strauss. Voici son histoire. L'ancêtre de Peter Strauss, un immigrant alsacien, avait installé sa famille dans cette bourgade à flanc de montagne qu'un petit ruisseau traversait de long en large. Les Strauss n'avaient jamais eu bonne presse dans ce village. Grâce à ses économies et au modeste héritage d'une de ses tantes, l'ancêtre Amadeus Strauss, qui était luthier de formation, avait ouvert son atelier. Son commerce avait suscité chez les ouvriers et les agriculteurs une certaine jalousie, ainsi qu'une certaine suspicion. Qui était ce bel homme aux allures nobles ? « Regardez-le » pouvait-on entendre parmi l'assemblée, parmi les rangs des croquants. « Regardez-le avec son air de prince et son commerce rentable. » Mais ce n'était pas que le commerçant qu'ils répudiaient en secret, c'était l'artiste et l'artisan qu'ils haïssaient. Amadeus Strauss avait été, un oiseau rare, le genre de créateur qui ne vit que pour et par la création. Il ne s'en cachait guère, et il se frottait rarement aux autres. Amadeus n'avait élu domicile dans cette contrée que pour le bois qu'on pouvait trouver dans la grande forêt noire, non pour ses habitants. 2 siècles plus tard, Peter Strauss éprouvait une immense fierté à prolonger la tradition familiale, et comme son ancêtre, il était mal aimé. De l'atelier Strauss, on pouvait entendre les violons fraîchement terminés sortir leurs premiers cris, comme des nouveau-nés. Peter aimait donner vie à ces violons. Ils étaient pour lui comme des fils. Et voyez-vous, ces violons avaient plus d'âme que les villageois qu'il pouvait croiser les rares fois où il allait faire son marché. Si le doigté d'un musicien est pour beaucoup dans le son d'un instrument, le luthier aimait à rappeler que son ancêtre Amadeus ne savait pas jouer du violon, mais qu'il était né pour en fabriquer. Quant à Peter, il était aussi doué pour la lutherie que pour la musique, à tel point que des directeurs de conservatoire faisaient des centaines de kilomètres pour le convaincre de rejoindre leur rang. En vain, Peter Strauss n'aurait quitté son atelier pour rien au monde, si ce n'est la grande forêt noire. Comme toutes les bonnes enseignes, la maison Strauss avait ses secrets de fabrication. On ne devient pas le meilleur luthier de Bavière sans un talent spécial. Peter partait tous les jours à la recherche du bois rare qui faisait la réputation des Strauss. Il n'était pas improbable de trouver l'atelier fermé plusieurs jours de suite, la vente n'étant que l'aboutissement de cette recherche dans la forêt noire, avec lequel il entretenait un rapport privilégié. Forêt noire qui causa sa perte. On ne coupe pas le bois sacré en toute impunité. Le bois de cette forêt a un prix. Peter avait la faculté, transmise au fil des générations, de trouver les meilleurs troncs rien qu'en écoutant craquer leur écorce. Un matin, le génial luthier partit à l'aube rejoindre sa cabane, située au milieu d'une minuscule clairière en plein cœur de la forêt noire. Son berger allemand le devançait. Sur les murs extérieurs de la maisonnette figuraient les noms et les dates de naissance et de décès des Strauss. Pour un Strauss, dédier sa vie à l'instrument était une évidence. Il déposa sa valise sur le pas de la porte avant de se balader entre les grands arbres. Quand un bruit l'intriguait, il posait son oreille gauche sur l'arbre et son chien savait alors qu'il ne fallait pas aboyer, ni même respirer trop fort. Le grand maître fermait les yeux pour s'imaginer le violon qu'il pourrait en tirer. Si le test acoustique était concluant, il marquait l'écorce de 2 jets de peinture blanche. Peter complétait parfois son examen par l'odorat ou le toucher. 2 jours plus tard, Peter Strauss fit couper avec le plus grand soin une partie des arbres sélectionnés qui iraient à l'atelier. Les 2 ouvriers qui se chargèrent de la besogne étaient 2 jumeaux d'à peine 20 ans, les seuls à accepter l'argent et la compagnie de Peter Strauss. Pendant tout le temps où il était privé de ses planches, Peter Strauss allait prier le Seigneur à l'église, incapable de travailler sur autre chose tant son enthousiasme pour le bois nouveau était grand. Le prêtre non plus n'aimait pas beaucoup Peter Strauss, mais son métier l'obligeait à recevoir la confession de l'artisan. « J'ai encore péché, mon père, lui dit Peter.
car je suis encore allé couper du bois dans la forêt sacrée. Le père ne voyait pas matière à se confesser, car la forêt n'était qu'un lieu sacré pour les païens. Seule l'église est sacrée. Il prit son mal en patience et écouta Peter Strass encore pendant 10 bonnes minutes. Quelque temps après, le bois sacré fut livré à l'atelier. Et quand Peter s'enfermait dans son atelier, il n'avait de cesse de travailler, et l'on l'eût vu un homme dépossédé de lui-même, pris dans le tourbillon de la création. Il perdait jusqu'à 3 kilos chaque fois qu'il entrait dans cet état second. Sa servante, la seule à détenir le double des clés, entrait dans l'atelier pour le faire boire ou manger à la petite cuillère. Ses mains, les mains de Peter Strass, marquées par son métier, présentaient un aspect singulier. Ses doigts crochus contrastaient avec la douceur de sa paume. Ses gestes semblaient auréolés d'une lueur dorée. Il ne vivait que pour ses instants de création et se consumait à la tâche. L'espérance de vie des Strass était la plus basse de tout le village. « La passion, ça tue !» s'amusaient à dire les mauvaises langues de la taverne du coin. Tout allait pour le mieux, pensait-il, mais au fil des années, voyez-vous, il délaissa la vente pour se consacrer davantage à son art, ce qui lui valut de ne plus pouvoir payer sa servante, qui partit chez un bon payeur. Sa maigreur le rendait méconnaissable. Incapable d'entretenir ses relations commerciales, il dut fermer boutique. Il avait bon espoir de rouvrir, mais la trésorerie de la maison centenaire l'obligea à envisager l'impensable. Vendre tout l'atelier, sauf les violons, bien sûr. Seuls les jumeaux se préoccupèrent de la situation de Peter Strass, car Strass les avait toujours bien payés. Alors les deux frères décidèrent un jour de le suivre. Ils le virent sortir ses violons un par un et les charger sur une remorque en bois. Après quoi, ils virent Strass prendre la direction de la grande forêt. Peter s'enfonça profondément dans les bois. « On devrait revenir » chuchota l'un des frères tandis qu'il le suivait à bonne distance. « Va faire bientôt nuit. »« Non » insista l'autre. « Strass va peut-être vouloir couper du bois. Moi, tu vois bien qu'il est fini, il a plus d'argent. » Mais l'autre, qui s'était mis en tête de suivre le luthier coûte que coûte, dit à son frère « Il a peut-être vendu l'atelier, mais il va sans doute s'installer dans la cabane. Cet homme n'arrêtera jamais de travailler, et il doit y avoir encore quelques deniers à se tirer. » Et sur ces mots, les deux frères ricanèrent tout en poursuivant leur marche. Peter arriva enfin à la cabane des Strass. À l'intérieur, il n'y avait qu'un lit, une table minuscule et une cheminée tout aussi minuscule. Sur le pas de la porte grande ouverte, Peter inspira longuement, et il se mit à sourire. Il oubliait soudain ses soucis d'argent, le départ de sa servante et le nuage qui assombrissait son avenir. Mais ce sentiment fut passager, car il entendit son souffle au loin. Elle l'appelait. Il rentra tous les violons à la va-vite, puis en choisit un sans hésiter, le plus beau, son meilleur violon, le chef-d'œuvre avec lequel il pensait l'amadouer. Il referma la porte et reprit sa marche, le violon sous le bras. Les deux frères, cachés derrière un tronc mort couché à l'horizontale, se regardèrent déconcertés. Curieux de comprendre le comportement étrange de Strass, ils le suivirent. Quelques kilomètres plus loin, la forêt devenait dense et froide. Les oiseaux ne chantaient plus, et l'obscurité allait tout recouvrir d'une minute à l'autre. Strass sortit une torche de son sac et il l'alluma. Les deux frères virent la flamme jaillir et éclaircir des arbres millénaires, aux allures menaçantes. « On a intérêt à le suivre de près » chuchota l'un des frères. « Sinon on va se perdre à tous les coups. » Ils s'approchèrent à une dizaine de mètres de Strass. Le luthier ne bougeait plus. Il était sur les genoux, la tête baissée, le violon entre les mains. La torche était plantée dans la terre humide à quelques pas. « Peter » disait-elle. « Peter » Et les deux frères regardèrent tout autour d'eux, l'air stupéfait. La frayeur ne les gagnait pas encore, mais ils furent incapables de rebrousser chemin. « Voici mon chef-d'œuvre » dit soudain Peter à l'endroit de la forêt.
Vois comme il est parfait en tout point. Vois. Mais la forêt ne répondit rien. Et Strauss, qui pensait amadouer la forêt en colère, tenta le tout pour le tout. Il mit l'instrument dans le creux de son cou et commença à faire vibrer les cordes avec son archet. La poitrine des deux frères se souleva et c'est tout juste si elle retomba tant ils eurent le souffle coupé. Le violon sonnait divinement. L'air de musique montait le long des arbres, s'enracinait profondément dans la terre et voyageait dans toutes les directions. Soudain, on entendit des murmures au loin. Puis ce fut des centaines de voix qu'on pouvait percevoir aux confins des bois. Strauss s'arrêta. À l'horizon, on pouvait voir des silhouettes radieuses se rapprocher à grande vitesse. Derrière leur arbre, les deux frères se cramponnèrent l'un à l'autre, le poil tout hérissé. Alors, un spectre surgit face à Strauss. C'était une nymphe des bois. Elle flottait dans l'air, et Strauss baissa la tête en guise de soumission. « Joue pour nous, malheureux luthier, » dit la nymphe. « Ne vois-tu pas que mes sœurs languissent d'impatience ?» Strauss n'osa pas regarder l'assemblée des nymphes venues jusqu'à lui. Mais les deux frères étaient désormais tétanisés. Oui, ils observaient l'air effaré, leur respiration leur paraissait tapageuse et insoutenable. Strauss se remit à jouer son air de musique. Jamais il n'avait aussi bien joué que ce soir-là, malgré le froid et les nymphes qui l'intimidaient. Il se laissa gagner totalement par la musique et releva la tête d'un mouvement d'archet. C'est là qu'il croisa leur regard. Il s'arrêta net et laissa tomber l'instrument. Les nymphes vous consumaient du regard. Elles sondaient votre âme et vous asservissaient d'un simple sourire. Jamais des ancêtres n'ont joué aussi bien, dit alors la reine des nymphes. Une lueur d'espoir jaillit dans les yeux de Peter Strauss. Il avait réussi à amadouer l'esprit de la forêt. Elle lui pardonnerait d'avoir coupé son bois et il pourrait bientôt remonter un atelier. Cette fois, au cœur même de la forêt, dans la cabane, ou à côté. Quel homme heureux il ferait, imaginez. Strauss exprima son soulagement. Puis, tandis que les frères sentaient eux aussi leurs membres se relâcher, se détendre, on entendit les feuillages s'agiter. « Bien tenté, bien tenté, » dit la reine des nymphes. Mais les arbres ont parlé. Et Strauss disparut littéralement sous les yeux des deux frères, en ne laissant qu'un tas d'abyssales autour d'un violon. L'un des jumeaux laissa échapper un petit cri d'épouvante. La reine des nymphes se posta alors devant eux et leur adressa un sourire comme pour les rassurer. « Ne vous inquiétez pas, chers enfants, vous pourrez rendre visite à votre ami de temps en temps. » Et sur ces paroles fort mystérieuses, elle tendit son bras vers un arbre. « Maintenant, partez, dit-elle encore, et allez dire aux hommes que la forêt réclame toujours son dû. » Toutes les nymphes disparurent comme par enchantement, laissant les deux frères dans un état de perplexité rarement expérimenté chez une femme ou un homme. Ils se relevèrent tout abasourdis, manquèrent de tomber sur leurs genoux, puis l'un d'eux prit la torche encore vive. Le frère dirigea la lumière vers l'arbre rabougri, et ils découvrirent le luthier prisonnier de l'écorce épaisse. Il respirait encore, mais à chaque seconde qui passait, l'écorce recouvrait un peu plus son corps. Bientôt on ne vit plus son torse, et enfin, on vit son visage disparaître sous le bois rampant. Ainsi s'achève la malheureuse histoire de Peter Strauss. Les deux frères, bien sûr, prirent leurs jambes à leur cou, et on ne les revit plus jamais dans les parages. À vrai dire, peu de femmes et d'hommes s'aventurent dans cette forêt. Seuls quelques violons abandonnés dans une cabane, elle-même abandonnée au milieu de la forêt, portent encore le souvenir de Peter Strauss. Sur les parois de cette cabane, devenue légendaire, on peut voir son nom et son prénom gravés comme par magie sur le linteau de la porte. Ici vécut Peter Strauss.